Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour ce journal de 19h sur Alizé Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour votre journal de 19h sur Alizé Télévision en ce jeudi 21 juillet. Voici quelques-uns des titres qui seront développés dans cette édition. Ce jeudi est consacré journée mondiale contre la malbouffe. Malgré l'ampleur du phénomène, certains ont fait le choix de se nourrir autrement. Gros plan sur le manger végétalien. Il ressemble aux bien connues voitures de Bokit ou d'Agoulou, mais il ne reste pas sur place. Les food trucks ou camions de nourriture veulent se faire une place en Guadeloupe. Depuis le début de la semaine, près de 300 jeunes Guadeloupéens prennent part à la première académie de football initiée par Luc Sonor. Leur ambition, intégrer les rangs d'un club professionnel. Le journal, Ronnie Nabal. Voilà, les choses reprennent leur cours. Invités de notre journal ce soir, Philippe Caloda et Patrick Dalexis, plus connus sous le nom de scène de T. Fabrice. Avec eux, nous parlerons de Théâtre d'Ouvampote, une série de soirées théâtrales organisées dans différents quartiers des Abîmes jusqu'au 29 juillet. Et vous avez bien évidemment reconnu Jacques Tell, dit Tati Ambroise, qui a fait l'introduction de ce journal. Nous vous en parlions ce midi. Ce 21 juillet a été décrété Journée mondiale de la malbouffe. C'est l'occasion pour nous de vous parler du bien manger et de vous inciter peut-être à changer vos habitudes alimentaires. Même mettre de côté cette nourriture trop grasse, trop sucrée et trop riche qui constitue nos repas, alléger nos assiettes et choisir une alimentation plus équilibrée. Que diriez-vous d'un caviar d'aubergine suivi d'un steak de soja et d'un fruit de saison au dessert? Je vous parle là de régime végétarien, voire même végétalien. En France, seuls 3% de la population a choisi d'exclure la chair animale de son alimentation, tandis qu'en Inde, un tiers de la population est végétarien. Si l'aventure vous tente, osez franchir les portes d'un des restaurants de Guadeloupe qui a mis de côté la viande. C'est ce qu'a fait pour vous Cécile Allègre. Reportage. Végétarien, végétalien, vegan, régime sans gluten, mais où donner de la tête parmi tous ces nouveaux régimes alimentaires? À Pointe-à-Pitre, un restaurant propose une carte entièrement végétalienne. Oubliez donc la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers. La gérante du Délice Nature met ainsi à l'honneur les produits locaux et diététiques. Prendre soin de sa santé et de son corps sont devenus un leitmotiv quotidien. Et à ma grande joie, beaucoup de maisons diététiques se sont mises en place, beaucoup de structures. Et là, je suis bien heureuse de savoir qu'on peut se procurer de l'alimentation saine si on fait le choix de s'alimenter sainement et de vivre sainement. Quand une personne est sensible à son bien-être, il prend le temps d'écouter. Maintenant, il fait son choix parce que pendant trop longtemps, on ne savait pas. Mais ce type d'alimentation reflète surtout une philosophie de vie. En opposition au développement des fast-food et de la junk food, les clients de ce restaurant ont donc fait le choix de manger sainement et surtout de le faire en prenant leur temps. Les burgers avalés en 3 minutes semblent donc dépassés. Ça correspond à un état d'esprit de ma part qui relève d'une volonté d'avoir une bonne santé, de prendre soin de mon corps, de prendre soin de moi. Et puis, ce sont des aliments qui sont dépourvus de toute graisse, de tout ingrédient malsain. Et c'est sûr que ça contribue fortement à une nutrition saine, en prévention de toutes les maladies cardiovasculaires, en prévention de tous les cancers dont on sait qu'ils sont maintenant très fortement liés à l'alimentation. Voilà, donc c'est dans le cadre, dans le souci que j'ai maintenant de prendre soin de moi. Certains aliments, on ne sait pas trop l'origine, on ne sait pas d'où ça vient, avec tout ce qui est pesticides, produits qui sont, mélangés avec d'autres produits pour faire croire qu'en fait ils sont de bonne qualité, en fait qu'ils ne le sont pas. Oui, on se lève bien, beaucoup mieux le matin, on est en meilleure forme. Donc je dis, tout ce qui est vraiment naturel ne peut qu'apporter du bien au corps humain. De toute façon, je le dis tous les jours autour de moi. Nos problèmes de santé, la solution est dans la nature pour moi. D'anciens adeptes de la viande semblent même avoir sauté le pas. Comment dire? Alors je préfère manger des fruits et des légumes plutôt que du carne, c'est-à-dire de la viande.
Parce que bon, j'ai appris à mes dépens, puisque j'aimais la viande, que la viande se transformait en cholestérol de mon sang, ce qui m'a choqué. Et puis à l'époque, je n'avais pas une bonne santé du tout. Et donc j'ai dû éliminer beaucoup de choses pour enfin me porter bien. Et c'est quand je mange de cette manière-là que je me porte bien. Malgré les réticences de certains, les végétariens semblent se sentir mieux et c'est probablement le plus important. Restons à table pour parler cette fois d'une nouvelle forme de restauration qui tendrait à se développer chez nous. Il s'agit des camions-restaurants ou pour employer l'anglicisme commun de food truck. Qu'ont-ils de différent des roulettes auxquelles nous sommes habitués en bord de route? Réponse avec Johan Charpentier-Titi. Un camion, de la nourriture à consommer sur place ou à emporter. Pour sûr, nous allons parler bokit ou agoulou. Eh bien non, ceci est un food truck. Le concept est un véritable succès de par le monde et il débarque en Guadeloupe, notamment grâce aux Dents de la Mer, un camion ouvert il y a 1 an et demi, spécialisé en poissons frais. Au début, les gens savaient pas trop ce que ça voulait dire. Bon, ils voyaient un camion, pour eux, camion égale sandwich. Donc là, c'est que là, depuis, j'ai envie de dire, quelques mois, que le concept est en train de se démocratiser. On s'est toujours dit, pourquoi ne pas avoir de la restauration à emporter de qualité concernant le poisson en Guadeloupe. On est sur une île, tout le monde aime le poisson. Nous, ça nous a paru évident de... On a la chance d'avoir des beaux produits, il faut en profiter. Mais ce qui démarque encore plus le food truck des roulottes traditionnelles qui bordent nos routes, c'est sa mobilité. Un emplacement différent chaque jour pour aller à la rencontre des clients, même si cet atout représente également la plus grande difficulté des restaurateurs ambulants. C'est vraiment le nerf de la guerre concernant les emplacements pour les camions. Ça a été un petit peu difficile au début, maintenant on passe que par des parkings privés, puisque c'est beaucoup plus facile pour nous. On est censé pouvoir se déplacer facilement, mais c'est pas du tout le cas, c'est très compliqué de trouver des emplacements fixes en Guadeloupe. Malgré tout, l'idée food truck, qui leur est venue après en avoir découvert plusieurs au cours d'un voyage à Hawaï, constituait le moyen le moins onéreux, mais aussi le plus fun pour les deux restaurateurs, de proposer leurs produits. Un food truck, c'est beaucoup moins d'investissement qu'un restaurant, tout simplement. Du moins, l'investissement de départ est beaucoup plus abordable et donc ça paraissait évident qu'on commence par ça, en tout cas, même si la suite sera peut-être un resto, on verra bien, mais l'atmosphère qu'il y a, l'ambiance qui existe autour des food trucks, on avait envie de monter ça. Pas forcément encore ancré dans les habitudes des Guadeloupéens, le food truck possède tous les atouts pour plaire ici. Une question de temps, estiment les propriétaires. Donc je pense qu'il faut juste du temps pour que les gens comprennent ce que c'est, comprennent que la qualité ça a un prix et que bien manger ça devient de plus en plus important. Donc je pense que c'est qu'une question de temps et je pense qu'en Guadeloupe il y a de l'avenir pour les food trucks. À l'instar des Dents de la Mer, le camion restaurant s'affiche comme une nouvelle forme de restauration plutôt haut de gamme. Depuis le début des années 2010, il conquiert le monde et pas de raison pour que la vague n'emporte pas avec elle la Guadeloupe. La tension est montée d'un cran hier soir alors que les représentants de la direction du Crédit Agricole tentaient de quitter le siège de la banque à Petit-Pérou aux Abîmes. Les grévistes ont décidé de les contraindre à rester sur place jusqu'à ce matin. Depuis, les esprits se sont calmés et une nouvelle rencontre était programmée cet après-midi. Mais les discussions ont tourné court. Selon les grévistes, la direction campe sur ses positions. Ils demandent désormais le recours à un médiateur pour poursuivre les négociations avec la direction du Crédit Agricole. Du nouveau dans le conflit qui oppose les adhérents de l'UTC UGTG et la municipalité de Capesterre-Belle-Eau. Les discussions devraient reprendre là où elles s'étaient arrêtées le 8 juillet dernier, c'est-à-dire sur la question des régimes indemnitaires des agents de la collectivité. En réponse à la demande du syndicat, le maire de la commune a soumis une proposition sur laquelle la collectivité peut s'engager financièrement et invite les représentants des personnels à en débattre le lundi 25 juillet prochain. Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région en Colombie. La signature définitive de l'accord de paix entre le gouvernement et les FARC a été repoussée de quelques semaines. Nous irons à Belize où un pasteur a été décapité, probablement par un ressortissant guyanien. Et nous terminerons par une escale à Cuba. C'est votre rendez-vous Caraïbes.
C'est mercredi 20 juillet, jour de fête nationale en Colombie, que le gouvernement et les FARC auraient dû signer la version finale de l'accord de paix négocié à La Havane le 24 juin dernier. Un accord historique qui devrait mettre fin au plus vieux conflit d'Amérique latine. Mais la signature officielle de l'accord de paix a été retardée de quelques semaines car il reste des détails techniques à finaliser selon Jean-Jacques Kourliansky, chercheur à l'IRIS et spécialiste du sous-continent américain. Le président colombien Santos et le leader des FARC, surnommé Timoshenko, ont trouvé des compromis sur l'essentiel des dossiers, réforme agraire, participation politique des FARC, démobilisation, lutte contre la drogue ou encore justice pour les victimes. Mais le financement de l'ensemble de ces projets par le gouvernement colombien reste encore en suspens. De leur côté, les FARC réclament toujours l'inscription de cet accord de paix dans la constitution colombienne afin d'être certains que les futurs gouvernements seront juridiquement contraints de le respecter. Un Guyanien est le principal suspect dans l'assassinat d'un pasteur de 47 ans dont la tête a été découverte dans un véhicule conduit par l'homme incriminé. Les autorités de Belize indiquent que le torse de l'homme d'église a été jeté dans une ferme appartenant au suspect. Selon certaines spéculations, le pasteur se serait rendu à la ferme du Guyanien pour recouvrer une dette d'un couple proche de l'église dans laquelle il professait. Le commissaire de police a déclaré aux journalistes que l'enquête a déjà révélé que 4 personnes seraient également impliquées dans cet assassinat et que leur arrestation est en cours. Quant au reste du corps du pasteur, il a été brûlé dans la ferme et est en cours d'analyse par la médecine légale. Jusqu'à maintenant, lorsque les réalisateurs et les producteurs américains souhaitaient tourner des scènes se déroulant à La Havane, ils étaient dans l'obligation de faire illusion en se rendant en République dominicaine. Ce fut notamment le cas pour des films comme Le Parrain 2 de Francis Ford Coppola ou Havana de Sidney Pollack. Mais la donne a changé depuis le rapprochement initié par le président américain Barack Obama avec Cuba. Les productions hollywoodiennes vont maintenant pouvoir revenir sur l'île. Comme l'a révélé le magazine Variety, le réalisateur Gary Gray a déjà entamé des repérages pour y tourner au printemps prochain une scène majeure du 8e volet de la saga à succès Fast and Furious. Cuba possède l'avantage de coller à l'audience latino de la saga, qui met en vedette Michelle Rodriguez, l'actrice d'origine dominicaine et portoricaine. Si cela se confirmait, Fast and Furious 8 pourrait ainsi devenir la première super-production hollywoodienne à être tournée à Cuba depuis la mise en place par les États-Unis en 1962 de l'embargo économique, commercial et financier contre le pays de Fidel Castro. En Guyane, à Kayané-Saint-Laurent-du-Maroni, près d'1 millier de personnes ont défilé ce matin dans les rues contre l'insécurité. Personnalités et anonymes entendaient ainsi protester contre la montée de la violence dans le territoire. Ces manifestations intervenaient 5 jours après le meurtre à son domicile de Maurice Chen-Tenyu, bien connu dans les milieux économiques et associatifs de Guyane. C'est aujourd'hui que Josette Borel-Lincertin a choisi pour lancer les travaux d'extension du musée Schellcher à Pointe-à-Pitre. La première pierre du bâtiment annexe au musée a été posée ce matin. À terme, donc d'ici 2 ans, l'espace du musée ouvert au public sera multiplié par 3. De plus, le nouveau bâtiment sera accessible depuis la médiathèque qui est contiguë au musée. C'est l'heure de retrouver nos invités. Il s'agit ce soir de Philippe Caloda et de Patrick D'Alexis. Patrick D'Alexis, plus connu sous le nom de scène de Ti Fabrice. Nous allons parler du festival Théâtre d'Ouvempote, une série de soirées théâtrales organisées dans différents quartiers des Abîmes jusqu'au 29 juillet. Ça a commencé le 15. Philippe, bonsoir. Bonsoir. Patrick, bonsoir. Bonsoir. On va commencer par vous. On pensait que vous aviez définitivement coupé avec la scène, que Ti Fabrice et Ti Bruno, on se rappelle, ne seraient pas de retour, mais vous êtes de nouveau sur les feux de la rampe après 15 ans. On peut dire après 20 ans. Après 20 ans. Oui, parce qu'il fallait attendre le bon moment. Et je pense que c'est un enfant qui s'intéresse fortement au domaine de la spiritualité, puisque c'est un enfant qui ne grandit pas, dans la mesure où maintenant il se rend compte que dans ce domaine,
là, on ne peut pas raisonner. Dans le domaine de la spiritualité, les enfants, c'est pour cette raison que Jésus dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Et dans ce domaine-là, le raisonnement humain n'a pas sa place. Alors, vous êtes sur scène aux côtés de Tati Ambras, Jacques Tel, et le spectacle que vous proposez parle de votre reconversion. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il a trouvé sa voie. Sa voie, c'est Jésus. Mais surtout, aujourd'hui, il se passe des choses bizarres dans les églises. Et cet enfant, si vous voulez, moi, en ce qui me concerne, je pense que c'est une campagne d'évangélisation. Puisque l'enfant qu'on connaît, il est un imitateur. Là, il va imiter un pasteur, mais il va vraiment prêcher. Et Tati Ambras, qui est catholique, je vais l'attirer dans mon église parce qu'elle travaille bien, uniquement pour ça. Et par la suite, l'enfant, lui, il viendra voir sa Tati et il va découvrir la Sainte Vierge, Jésus-Christ cloué sur une croix. Le reste, il faudrait venir voir ce que c'est. Est-ce que le rire a encore sa place ? Tout à fait, puisque dans les églises, il y a des enfants qui font des sketchs qui parlent d'eux-mêmes, de leur comportement. Mais le Jésus que je sers n'est pas un dictateur. Nous avons chacun notre voix, chacun notre marche personnelle. Et comme on dit en créole, j'aime bien dire ça à Philippe, pas ni pour moun qui pi moun qui pour moun. Philippe, justement, parlons avec vous de ce théâtre d'Ouvent-Pote. C'est la 4e édition. Et l'idée, c'est d'emmener le théâtre à proximité, dans les quartiers, même dans les jardins, puisque vous choisissez d'aller chez les gens, chez l'habitant. Vous installez votre scène vraiment dans les quartiers ? Oui, dans les quartiers. On demande à ces gens, voilà, et cette année, nous allons faire, est-ce qu'on peut venir chez vous faire du théâtre et inviter les voisins et les voisines à venir chez vous, même si on n'est pas bien, même si on n'est pas bien avec la voisine ou le voisin. Et je pense que ça amène aussi à cette convivialité aussi pour ces gens qui se parlent pas aussi. Mais on dit que le théâtre, c'est thérapeutique, mais en même temps, c'est social. Voilà. Alors justement, c'est l'occasion de retisser des liens, de recréer des liens peut-être aussi dans les quartiers, comme vous le disiez, avec des gens qui ne se parlaient pas forcément, et là, il est obligé de venir en jardin à main un tel ou monsieur un tel. Ah ben oui, ça dit, c'est effectivement, puis on mange un bouquet ensemble, puis on mange on se lave ensemble, et puis on parle quand même, parce que bon, parce que si t'es là, ça veut dire nous pas obligés, collés, fâchés, parce que nous voisins, parce que nous besoin nous à tout moment, quand soit l'âge petit, grand ou moyen, nous besoin nous à tout moment pour nous dire que voilà, voisin là, il y a un petit problème, mais il faut nous parler, faut pas nous, c'est pour ça veut dire que le théâtre là que nous avons béni à Dakar là, c'est pour vraiment tisser les liens avec tous voisins et voisines pour nous dire, on nous reste bien si t'es là ça. Alors, hier par exemple, vous étiez à Doubs, ce soir vous serez à Palais-Royal. Comment les gens accueillent ces scènes? Comment les gens réagissent? Est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils interréagissent avec vous? C'est-à-dire que les gens, ils viennent toujours. C'est-à-dire, les gens qui sont pas au en dernier moment, ils te disent, pour même un bon bitin, mais longtemps, puis ils te fait ça. Effectivement, ça fait la 4e année qu'on fait ce travail-là. Mais on n'est pas dans les mêmes quartiers chaque année. C'est-à-dire, on change de quartier parce qu'il faut emmener pour tout le monde. Les Abîmes, c'est pas une petite commune, c'est une grande commune. Et on est obligé de faire quand il y a les politiciens, ça, dans les cantons. Et ce sont des scènes qui sont entièrement gratuites, ouvertes à tous. Oui, c'est-à-dire c'est ouvert à tous. Hein, sauf les ailes à denne. Non, les ailes ne sont pas gratuites. les ailes à poule. Mais c'est-à-dire c'est entièrement gratuit. Au contraire, c'est pour permettre aussi à d'autres personnes qui n'ont pas les moyens et qui ne veulent pas aller peut-être dans une salle de spectacle, mais se retrouver ensemble, aller au théâtre, quoi. Alors justement, on va parler de ça puisqu'il n'y a pas que des comédiens professionnels, il y a aussi entre guillemets des amateurs qui viennent présenter des œuvres. C'est l'association GRACE, groupement de recherche artistique, culturelle et ethnique, qui est à l'initiative de cette opération en partenariat avec la ville des Abîmes. Et d'ailleurs, il y a un travail qui est mené en dehors, en amont de ce festival avec d'autres associations et d'autres comédiens. Oui, parce que en fait, l'association GRACE met en place aussi des stages au cours de l'année avec des enfants, des petits, des moyens et des grands pour permettre de développer ce théâtre social parce qu'on se dit qu'à l'époque, il y avait beaucoup de théâtre, à dire ça c'était animé les Abîmes, même la Guadeloupe était animée aussi par le théâtre dans les communes parce que je vais dans les fêtes de communes des fois, je passe pour voir est-ce qu'il y a une pièce de théâtre, il n'y en a pas. Et je dis qu'il y a un manque de ce type de spectacle parce qu'on ne voit pas le théâtre. On voit d'autres choses. Et alors que, je dis qu'il faudrait remettre ça, c'est-à-dire intégrer les gens, c'est-à-dire il n'y a pas que le foot.
j'ai rien contre le foot, mais il n'y a pas que le foot, il y a le théâtre, il y a l'épanouissement, il y a la vie, il y a la socialisation, il y a tout ce qu'on veut à travers le théâtre. D'autant que la ville des Abîmes est réellement, on peut le dire, une terre de théâtre. Il y a beaucoup de comédiens, il y a beaucoup d'acteurs qui sont originaires des Abîmes. Ah oui, il y en a beaucoup, mais plein. C'est-à-dire, il y a même des petits talents aussi qui ont peur de dire bon, Philippe, j'aimerais bien travailler avec toi. C'est-à-dire, on va vers eux pour leur dire venez, parce qu'on en a besoin, parce que demain, bon, on est là et on grandit. Est-ce que Fabrice, par exemple, les jeunes qui sont en devenir, qui veulent faire du théâtre ou de la comédie, viennent vous voir, viennent vers vous et vous disent « j'aimerais pouvoir embrasser cette profession, j'aimerais pouvoir simplement monter sur scène ». Est-ce que vous êtes amené à les conseiller? Parfaitement, puisque hier soir, pas plus tard que hier soir, j'ai vu des enfants de 4 ans, 5 ans. C'est pas ma génération, on pourrait le dire, puisque bon, Fabrice est né chez Henri Debs en 82. Et là, ces enfants-là, ils viennent vers moi et me disent « Messieurs, c'était très joli, c'était beau ». Et je voudrais quand même rappeler que Fabrice existe avant Titeuf. Je n'ai rien contre Titeuf, hein, mais il y a un problème. S'il existe avant Titeuf et que je vois tout ce que Titeuf fait, au départ, je remercie d'ailleurs la science, puisque j'ai fait sortir en moi un mal-être. Disons que sur le plan scientifique, Danny Bebel-Gisler disait que je suis la voix des sans-voix. Pourquoi? Parce que dans ma manière de parler, on sent que l'enfant, il y a de la rébellion entre les deux langues. Et par la suite, Danny Bebel-Gisler, encore qui est sociologue, disait que Fabrice sont attaqués en butin, mais c'est dans 20 ans. Et aujourd'hui, les gens se servent de mes disques à l'université parce qu'ils ont découvert depuis plus de 20 ans le mot diglossie, qui est le chevauchement de deux langues, dont l'une se croit supérieure à l'autre. En fait, maintenant, Fabrice ne peut plus parler comme ça, puisqu'on a le CAPES créole, on a tout ça. Mais je me suis fait ramasser par l'éducation nationale. Mais moi, j'ai vécu le racisme au CM2, à l'école Schellcher. Je l'ai vécu, monsieur. Donc, la voix des sans-voix, c'est la voix de Onesta, un petit jeune qui venait de la campagne. Et le fait qu'il ne pouvait pas parler le français correctement, eh bien, il était la risée de la classe. Mais moi, je ne peux un peu chabin quand il aura dit, il a mettre moi ici devant. On va vous retrouver sur scène. Vous étiez sur scène hier soir avec Tati Ambras, vous le serez à nouveau. Ce sera mercredi 27, ce sera à Bois-Ripeau. Quelques mots peut-être sur les quartiers qui sont concernés, puisque on l'a dit ce soir, c'est Palais Royal. Oui, ce soir, c'est Palais Royal. Vendredi 22, demain, à la résidence à l'Ouest, c'est-à-dire il y a le restaurant qui donne à manger, là, un grand restaurant qui donne à manger à Monverguin, là. Et le 27 à Bois-Ripeau, à la Vertu de l'Âge. Et à Grand-Camp aussi, c'est-à-dire ça fait un moment qu'on n'a pas été à Grand-Camp aussi. Et à Perrin à Garosa pour le dernier jour, le 29. Et il y aura aussi, effectivement, Tati Ambroise et la reconversion de Fabrice le 27 et le 29. Alors, il y a Jacques Tell, on l'a dit, il y a également Marc Loba, on peut également citer Marc Loba, Pascal Moesta pour les plus connus. Pascal Moesta, il y a aussi, il y a Véa Maurice qui se joue là aussi, effectivement l'association Grâce, en fait, je crois que c'est moi. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que ce soir, c'est à Palais Royal, donc association Grâce, ensuite Adéquate et Marc Loba en one-man show. Et on vous remercie pour tout le plaisir. Je préciser que Marc Loba, il faut dire Léon. Hein. Oui, c'est Léon, tout à fait. Je vous remercie pour le plaisir que vous apportez aux spectateurs et aux téléspectateurs. Merci encore une fois d'avoir été nos invités. Merci. On poursuit avec cette information sportive. On parlait de football tout à l'heure, même si le football, tu n'as rien contre. On va parler de football. La première édition du Corsair Foot Academy se termine demain en Guadeloupe. Durant une semaine, de jeunes âgés entre 12 et 15 ans profitent d'un stage de perfectionnement à l'initiative de Luxonor pour encadrer ses peut-être futurs champions. Des techniciens de talent, parmi lesquels l'ancien joueur de l'AS Monaco et ex-entraîneur adjoint de Saint-Etienne, mais également Manuel Amoros, Alain Courriol, Didier Six et l'ancien champion du monde, Christian Carambeu. Éric Pommier est allé à la rencontre de ces jeunes. Reportage. Du mouvement les gars, du mouvement. Bien joué pivot. Bien joué ça, super. Et après, tu l'as vu à côté. La balle au pied pour un stage sous très haute surveillance. Bienvenue au Corsair Foot Academy. Un stage pas comme les autres. Ici, nous sommes au stade de Petit-Bourg.
mais le nec plus ultra, c'est la présence de Luc Sonor à l'initiative de cette académie. Parfaire sa technique, sous l'œil averti de l'ex-international, c'est là que le stage prend toute sa dimension. Luc Sonor est venu transmettre sa passion à tous ces jeunes, transmettre le savoir footballistique. Cette opération, chez lui sur son île natale, l'homme y a pensé depuis fort longtemps, jusqu'à en faire une réalité. Ainsi est né le Corsair Foot Academy. Tout ce qui est fait, c'est pour les enfants. Nous, ce qu'on met en place, c'est vraiment pour que les enfants apprennent ce que c'est la discipline, le foot, tout ce qui s'ensuit. Et je pense que le foot, c'est un petit peu un vecteur pour pouvoir donner aux enfants une idée de ce qu'on doit être dans la vie. Donc voilà, c'est pour ça mon bonheur, il est là, tout simplement parce qu'on a répondu présent. Vous imaginez 5 sites, 250 enfants, plus de 250. Qu'est-ce que je peux dire de plus, si ce n'est merci à la Guadeloupe, merci aux enfants, merci aux familles. J'ai quitté la Guadeloupe très tôt, j'avais 14 ans. J'ai eu la chance qu'il y ait quelqu'un qui passe comme ça dans une rue et qui me repère et qui m'emmène en France. Je me suis dit, mais merci la Guadeloupe d'avoir des rues, de nous permettre de jouer comme ça et de faire à ce que des gens viennent en vacances ici parce que c'est beau. Et comme ça, bon, ça a marché. Mais après, j'ai pensé, j'ai dit, ouais, toi, tu as eu cette chance. Mais aujourd'hui, c'est plus difficile. Donc, pourquoi est-ce que toi, tu n'emmènerais pas ton expérience au service des enfants, chez toi et chez eux? Voir Luc Sonor en chair et en os, le rêve pour tous ces footballeurs en herbe. Cette mère de famille vient de la Martinique, de la commune du Lamentin, uniquement pour saisir cette opportunité. Elle a voulu offrir un cadeau digne de ce nom à son fils Michael pour ses 14 ans. Michael joue depuis l'âge de 6 ans au foot au club des Aiglons. Je suis pour les enfants des Antilles. Moi, je suis pas pour, à Guadeloupe. Je me suis déplacée avec lui. Donc, je passe une semaine en Guadeloupe avec lui, à l'emmener, le récupérer pour qu'il puisse bénéficier de ce stage-là. Et puis, on a vu aussi que c'est M. Luc Sonor, donc un monsieur d'une grande renommée qui était derrière, les partenaires, Corsair, tout ça. Donc, on s'est dit que c'est quelque chose certainement de très sérieux. Et effectivement, quand on a vu aussi les joueurs Carambeu, Vado et tout, on s'est dit que ça devrait être quelque chose de sympa pour lui. Et jusque-là, il apprécie, hein, vraiment, il est content. Ça te fait quoi finalement de voir Luc Sonor en vrai? C'est quelque chose de génial en fait. Pourquoi c'est important pour toi de faire un stage comme ça? Ça me permet de pouvoir plus développer mon football parce que dans mon club, je suis déjà dans un club en Martinique, donc pour apporter plus à mon club. Même la Guyane a fait le déplacement sans joueur, mais en observateur. Cet entraîneur de l'ASC Geldar, club de Kourou, voulait de ses propres yeux comprendre la philosophie de ce stage. Nous avons pas mal de jeunes de diverses origines, hein. Brésiliens, Surinamais, on a pas mal. Donc je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient côtoyer déjà les anciens professionnels et voir exactement s'ils peuvent évoluer à un niveau supérieur. Le stage, ouvert à tous, jeunes de 12 à 15 ans, licenciés ou non, permet l'apprentissage des bases du football. Travail technique et apprentissage des principes de jeu font partie du programme. Ces rencontres footballistiques, outre le fait d'occuper les enfants durant les vacances ou de favoriser une participation constructive à une activité sportive et sociale, ont pour vocation de détecter de jeunes techniciens en devenir. Si toute la Guadeloupe veut mettre les enfants au pôle, je serais le plus heureux parce que nous, ce que l'on veut, moi, ma seule envie, c'est que les enfants grandissent, qu'ils deviennent des hommes et qu'ils soient des enfants respectueux. En faisant ces stages-là, c'est pas seulement leur apprendre à jouer au foot, c'est aussi leur montrer le respect, la discipline. Aujourd'hui, Luc Sonor est l'un des membres influents de l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels. Il y est chargé de la reconversion des anciens professionnels. Un point sur la météo pour ce soir et demain pour clore cette édition. Le ciel sera voilé ce soir en raison de la brume qui s'installe, mais le temps devrait être sec partout en Guadeloupe. Les averses devraient par contre faire leur retour dès demain matin et là aussi, toutes les communes de l'archipel devraient être arrosées. Côté qualité de l'air, l'indice Atmo devrait être de 5 demain. La qualité de l'air sera donc moyenne selon Guader. Dans un instant, la Minute Sport d'Éric Pommier consacrée à Christian Carambeu, suivi des informations nationales et internationales. Plus tard, un téléfilm intitulé « Prise au piège » et un nouvel épisode des aventures des candidats à Mister Royal Guadeloupe. On vous présente nos excuses pour ce retard au démarrage au début du journal. Passez une excellente soirée sur Alizé Télévision. Rendez-vous demain 12h30 pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.